Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique et on commence avec les titres de cette édition. Les résultats définitifs du référendum du 17 décembre au Tchad ont été publiés. La nouvelle constitution a été adoptée à près de 86%. Le bloc fédéral, une coalition de l'opposition, avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. Et contrairement aux Tchadiens, les Congolais, eux, attendent toujours les résultats définitifs des élections générales. Des chiffres provisoires tombent au compte-gouttes. De leur côté, les missions d'observation du scrutin rendent leurs premières conclusions. Et puis on ira faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où les chefs cuisiniers formés à l'étranger sont de plus en plus nombreux à revisiter les spécialités locales. C'est le cas de Charlie Kofi, chef d'un restaurant à Abidjan. Il a été formé en France avant d'ouvrir la Villa Alfira en 2017. Le oui, adopté à 85,9%. Les résultats définitifs du référendum constitutionnel au Tchad ont été annoncés aujourd'hui par la Cour suprême. Le scrutin s'était tenu le 17 décembre, une étape cruciale dans le processus de la transition au Tchad. On va écouter les précisions de notre correspondant à N'Djamena, Mamadou Djimtebaye. La Cour suprême a entériné ce jeudi 28 décembre les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par le gouvernement de transition du Tchad. Cette étape clé de la transition est censée ouvrir la voie à des élections prévues fin 2024. La Cour suprême a légèrement revu à la baisse les résultats initialement annoncés par la CONREC, qui est l'organe en charge de l'organisation du référendum, passant de 86% à 85,90% pour le oui. Lors de ce référendum, une coalition regroupant plusieurs partis autour du Premier ministre Salih Kebzabo a mené campagne pour le oui. En revanche, d'autres partis non membres de la coalition ont appelé à voter non ou à boycotter tout simplement le scrutin. Suite à l'annonce des résultats, nous avons recueilli les réactions des deux camps. Des impressions de joie. Nous nous y attendons quand même un peu parce que, vu le score autant large, je ne vois pas, ou nous ne voyons pas comment la Cour suprême pourrait ne pas entériner. Je félicite la coalition oui. À sa tête, le Premier ministre Salih Kebzabo et toute son équipe. Je félicite le Président de la République qui a été à l'écoute. Rien ne m'étonne parce que ce référendum a été catastrophique pour les unionistes, si vous voulez, pour le bloc de l'État unitaire, à laquelle l'État fédéral l'a largement emporté. Cette nouvelle constitution consacre la forme d'un État unitaire fortement décentralisé. Ceux qui ont mené campagne pour le non regrettent que le gouvernement de transition n'ait proposé à la consultation qu'un seul projet de constitution. En validant ce scrutin, la Cour suprême a ouvert la voie à un retour effectif à l'ordre constitutionnel avec des élections présidentielles et autres prévues pour la fin 2024. Les Congolais, eux, sont toujours dans l'attente des résultats des élections générales. La commission électorale les publie de façon progressive, mais le 31 décembre, les résultats définitifs devront avoir été dévoilés. Dans le même temps, les missions d'observation rendent leurs premières conclusions. On va s'intéresser à celle des églises du Congo qui ont fait une déclaration tout à l'heure devant un parterre de diplomates. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est une déclaration préliminaire qui était attendue à Kinshasa, attendue car la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et l'Église du Christ au Congo ont déployé la plus grosse mission d'observation pour ces élections. Près de 25 000 observateurs. Alors la mission explique qu'elle a mis en place un système de dépouillement parallèle sur la base d'un échantillon de 1056 bureaux de vote. L'objectif, c'est de vérifier si les résultats annoncés par la commission électorale sont conformes au choix des électeurs. Si elle salue, comme les autorités, la détermination des Congolais à vouloir voter, elle se montre pour le moment prudente. Le constat selon lequel un candidat est largement en avance par rapport aux autres, en même temps, la même mission a relevé les irrégularités assez importantes qui sont susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. Donc nous en appelons aux instances compétentes, la CENI, la Cour constitutionnelle
de s'y pencher sérieusement pour l'acceptation des résultats. Dans son exposé, la mission est revenue sur les retards d'ouverture de nombreux bureaux de vote. Les religieux affirment que les scrutins se sont déroulés jusqu'au 27 décembre et questionnent la légalité d'une telle prolongation. Selon eux, c'est en contradiction avec la loi électorale qui stipule que le jour du vote doit se dérouler un jour férié ou un dimanche. La SENCO-ECC demande également à la CENI de rendre public le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le jour des scrutins. Le président de la CENI, Denis Kadima, avait simplement affirmé que 70% des bureaux de vote avaient ouvert le 20 décembre comme prévu. Et à noter cet appel à l'apaisement et au respect du travail des journalistes du ministre congolais de la Communication. Patrick Mouyaya s'est exprimé après l'agression d'un journaliste de RFI le 20 décembre. Ces derniers jours, il y a eu également des déclarations politiques qui ont visé plusieurs médias internationaux. Après 31 ans de fermeture, l'ambassade russe au Burkina Faso va rouvrir ses portes. C'est le ministère burkinabé des Affaires étrangères qui l'a annoncé dans un communiqué. Une cérémonie a même eu lieu cet après-midi à Ouagadougou. Cette réouverture symbolise le rapprochement entre le Burkina Faso et la Russie entamé l'an dernier lorsque les militaires ont pris le pouvoir dans le pays sahélien. On écoute Alexei Saltykov, l'ambassadeur russe en Côte d'Ivoire accrédité à Ouagadougou et le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Nous apprécions hautement le caractère amical des relations interétatiques avec le Burkina Faso, qui reposent traditionnellement sur les principes de confiance et de respect mutuel. Nous développons une coopération étroite avec le Burkina Faso sur les questions actuelles de l'agenda international. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue entre les deux États qu'engendre cette réouverture permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques, des deux États. Elle sera un catalyseur pour la valorisation des potentialités économiques des deux pays et pour nouer des partenariats fructueux. Dans le reste de l'actualité, le bilan a encore grimpé au Libéria après l'explosion d'un camion-citerne mardi dans le centre du pays. Au moins 40 personnes ont perdu la vie. Après un accident, le véhicule était tombé dans un fossé. Des dizaines de personnes se seraient ruées vers le camion pour en extraire de l'essence. Et c'est là qu'il aurait explosé. Le président Georges Weah, qui va laisser son poste à Joseph Boakai le 22 janvier, a réagi. Il a exprimé sa profonde compassion aux familles des victimes. Les Soudanais verront-ils bientôt la paix régner dans leur pays? C'est en tout cas ce que veut l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, une organisation est-africaine qui met tout en place pour réunir le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires au Soudan, et le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise. Le général Daglo est arrivé tout à l'heure en Éthiopie, pays membre de l'IGAD, tout comme l'Ouganda, où le chef des paramilitaires s'est rendu mercredi pour discuter d'une éventuelle fin du conflit. Le président malgache s'apprête à promulguer la loi de finances 2024 ce vendredi. Un texte loin de faire l'unanimité, notamment en raison de l'article 20, dont la Haute Cour constitutionnelle demande le retrait. Il est jugé non conforme à la loi suprême du pays. Cet article prévoit la création d'une redevance pour l'export de produits faits main, une taxe réservée aux artisans malgaches. Pour la Haute Cour constitutionnelle, le gouvernement ne peut pas fixer lui-même les modalités de cette taxe car il s'arroge ainsi des droits réservés au Parlement. Et puis la disparition hier de Mbongeni Nguema, le compositeur sud-africain, a été tué dans un accident de la route alors même qu'il revenait d'obsèques dans la province du Cap. Il est décédé à l'âge de 68 ans. Mbongeni Nguema était l'auteur de la comédie musicale Sarafina qui avait connu un immense succès et avait été jouée durant 2 ans à Broadway. Sarafina avait été adaptée au cinéma et c'est l'actrice américaine Whoopi Goldberg qui avait repris l'un des rôles principaux. Et avant de refermer ce journal, on va éveiller un peu vos papilles et s'intéresser à la cuisine du chef ivoirien Charlie Kofi. Son plat phare, une interprétation de la sauce guaguassou, emblématique de la Côte d'Ivoire. Charlie Kofi harmonise des produits du pays avec un savoir-faire français. Écoutez le récit de Clémence Valère. Revisiter la cuisine ivoirienne en y apportant une touche moderne. C'est l'objectif du chef Charlie Kofi, qui s'active derrière les fourneaux de son restaurant, la Villa Alfira, depuis 2017. L'un de ses plats phares,
une interprétation de la sauce guaguassou, emblématique de la Côte d'Ivoire. Ce sont des recettes que j'ai tellement appréciées durant mon enfance, naturellement, que les revisiter était quelque chose d'assez presque une obligation en tant que chef. Le trentenaire a fait son apprentissage à Bordeaux avant de revenir au pays. Pour lui, tradition et créativité vont de pair. Moi, j'ai pu apporter des modifications au niveau de mes créations, tout en étant sur des produits locaux, des saveurs. En fait, le vrai point, c'est les saveurs. Du moment où, au niveau du palais, les saveurs, l'Ivoirien retrouve des saveurs qu'il connaît, à ce moment-là, il va facilement te suivre dans ta nouvelle direction. Un choix gagnant selon ses clients. Je retrouve pratiquement les mêmes saveurs et puis il y a de l'audace. Il y a vraiment de l'audace dans la décoration, dans le mélange de certaines épices, certains légumes. Donc. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. Selon l'Association des chefs créateurs d'émotions culinaires de Côte d'Ivoire, depuis le milieu des années 2000, de plus en plus de chefs basés à travers le pays revisitent les plats locaux. Et ce, même dans les restaurants huppés. Même si notre cuisine se veut être internationale, parce qu'on est dans un hôtel 5 étoiles, je pense que c'est un non-sens de ne pas faire un clin d'œil à tous les beaux produits qui nous entourent. D'après l'association, outre l'aspect financier avantageux que propose la cuisine locale, il y a une véritable volonté de la part des chefs ivoiriens de promouvoir les plats nationaux dans le monde de la gastronomie internationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.